Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Nous retrouvons Alénis et Louis avec moi-même aujourd'hui. Hello. Salut, comment allez-vous? Très bien. Super. Bien, eh bien, on se lance le générique et on commence tout de suite après. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un nouveau thème, et ce thème, ce coup-ci, ça n'est pas une thématique, c'est une personne, et il s'agit de la réalisatrice américaine Nancy Meyers. Alors Nancy Meyers, pour ceux qui ne la connaîtraient pas et qui connaîtraient probablement plutôt ses films, c'est une réalisatrice qui est née en 1949, donc elle n'est pas toute jeune, et qui a d'abord été scénariste avant d'être réalisatrice. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 de ses films, mais elle en a fait 6. À nous 4 en 98, Ce que veulent les femmes dont on parlera aujourd'hui en 2000, Tout peut arriver en 2003, The Holidays dont on parlera aujourd'hui en 2006, Pas si simple en 2009 et Le nouveau stagiaire, dernier film dont on parlera en 2015. Alors, chers amis, on commence avec ce donc, deuxième film qu'a réalisé Nancy Meyers, Ce que veulent les femmes, avec le brave Mel Gibson et la charmante Helen Hunt. Pour faire un pitch, sauf si quelqu'un veut s'y coller, de toute façon ça va très vite. On a une espèce de gros macho ordurier qui, après un accident, découvre qu'il est capable d'entendre ce que veulent les femmes, ce qu'elles pensent en réalité. Et donc ça va évidemment changer sa vie. Et puis ça va entraîner quand même plutôt de la drôlerie, bien entendu, mais aussi une sorte de prise de conscience de ce mal alpha. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer à nous dire ce qu'il a pensé de ce charmant film ? Déjà, avant même de le voir, on part quand même avec un film qui s'appelle Ce que veulent les femmes, porté par Mel Gibson. Tout à fait. C'est déjà tout un programme. C'est un programme inquiétant. Mais t'as très bien résumé le film et la surprise qu'il provoque lorsqu'on le découvre et qu'on se plonge dans une comédie romantique teintée de fantastique. Ce que Nancy Meyers, je crois, ne refera pas. En tout cas, pas dans les films dont on va parler aujourd'hui. Et quand en fait on essaie de remonter le film, on se rend compte que dans les années 2000, parce que le film date de 2000 ou 99, quelque chose comme 2000, soit sorti en 2000. ça se faisait un peu ça, des comédies romantiques où il y avait une petite touche de fantastique ou un petit twist. Bon, alors ça c'est pour le contexte. Mais moi peut-être préciser simplement que j'ai découvert Nancy Meyers pour l'émission. Ce sera un petit peu mon point de vue aujourd'hui. Je sais qu'Alénis avait déjà vu des films avant. Oui, les classiques, The Holiday et compagnie, quoi. Bon, voilà. Et je sais qu'autour de cette table, il y a par ailleurs des fans. Bien sûr. Inconditionnels. Bien Alors sûr. moi, j'avoue que Nancy Meyers, je connaissais de lointainement. Je connais un peu mieux la carrière de son frère, Michael Myers. Le fameux tueur. Voilà. Moi, j'avoue, je l'avais préparé depuis tout à l'heure. Non, mais une seconde, je me suis demandé si c'était la famille de Mike Myers, en revanche, le Non. rigolo. Ah elle serait plus proche de Michael Myers, mais... Oui. Non, mais tout ce que veulent les femmes, c'est déjà d'abord un film des années 2000. Oui. C'est très très ancré, plastiquement, au niveau des thématiques, etc. Le truc qui m'a quand même le plus étonné, c'est le rapport entre le titre, le personnage principal, ce que le film raconte, et le fait que ce soit réalisé par une femme. Parce que le film parle explicitement de ce qu'est un regard masculin au cœur d'une société masculine. Alors société dans plusieurs sens, parce que comme dans pas mal de films de Nancy Meyers, visiblement, ça se passe dans des grosses boîtes américaines. C'est toujours un peu le même sociotype de personnage, quoi. C'est-à-dire des cadres sup bourgeois blancs aisés, avec des problématiques de bourgeois américains. Oui. Et pour le coup, des entreprises... Bon, en plus, les 3 dont on va parler ont un lien avec l'entreprise, et la place des femmes dans ces entreprises, qui sont à la fois en position de pouvoir, et c'est cette position de pouvoir qui crée aussi leur marginalité, ou qui crée en tout cas les frictions qu'il va y avoir entre les personnages. Puisque dans Ce que veulent les femmes, toute la mécanique romantico-comique va être impulsée par le fait que
pour un mec, c'est complètement inconcevable qu'une femme ait le poste qu'elle a. C'est-à-dire, en gros, elle est directrice marketing, enfin, elle est chef de projet sur des pubs. Oui, c'est ça. Oui, et donc elle est pour sa Nike. chef, quoi. Oui, voilà. Enfin, elle lui a piqué son poste. Et elle est oui, meilleure, c'est et elle ça. est a priori meilleure que lui. Tout à fait, oui. Donc, c'est cette première chose qui est disons, intéressante parce que on a cette première couche, c'est-à-dire que c'est quand même un film réalisé par une femme sur ce sujet-là, mais le personnage principal reste un homme, et c'est l'histoire de comment un homme va, a priori, ça c'est le pitch, accorder son regard sur celui des femmes pour faire preuve de plus d'empathie. Mais ça, c'est fait de manière très grossière, parce qu'au début, ils regardent la télé, et en fait, ils zappent que sur des chaînes de télé où c'est un rapport plus ou moins direct avec les femmes, et ils s'exclament, il y a trop d'œstrogène à la télé. Pour vous dire le degré de machisme du personnage. Bon, c'était pour un peu poser le... J'ai l'impression que le film parlait de ça, en tout cas. Après, bon, je vais pas aller maintenant sur les questions de regard masculin, parce que il y a des choses qui m'ont pas j'ai pas de choses préconçues à dire, mais ça m'a étonné, en fait. Le film m'a étonné parce qu'il est hyper paradoxal. Et en même temps, il est purement dans les années 2000, et je crois qu'il diffère de pas mal de comédies romantiques de l'époque par rapport au fait qu'il parle justement exactement de ce sujet. Avant même de dire si c'est bien ou pas bien, de toute façon, c'est pas notre rôle, mais... Est-ce que c'est un film que tu avais vu déjà, toi Non, moi Alice je l'ai découvert aussi pour l'émission, et je dois dire que des 3 films, donc The Holiday, je l'avais déjà vu quelques années auparavant, et je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire et que j'ai le préféré des 3, alors que pourtant, effectivement, tu as ce regard masculin et ce personnage principal masculin, mais j'ai trouvé le rythme de la comédie très bonne. Et du coup, là, tu m'apprends, Quentin, qu'elle était scénariste avant d'être réalisatrice. Oui. Et je trouve qu'il y a un côté qu'on retrouve dans ses autres films aussi, qui est très académique, mais très efficace dans l'introduction de ses personnages, l'introduction, on va dire, du premier arc narratif, etc., etc. Il y a quelque chose de très efficace. Et pour la comédie, ça marche bien parce qu'on a besoin de ce rythme un peu haletant et qui fait un peu années 2000 aussi. On retrouve plein d'autres comédies un peu sur ce même schéma-là. Et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça... Alors, Mel Gibson, effectivement, il devient de plus en plus sympathique pour les spectateurs que nous sommes dans le film. En même temps, à la fin, il lâche quelques dingueries quand même. Genre, il se permet de dire je sais ce que c'est qu'être une femme. Ouais, Non. ouais, je me souviens Tu plus ne de sais ça. pas. Clairement pas. Mais on n'oublie pas que quand ça lui arrive, déjà, il vit ça comme une malédiction au début, puis comme une bénédiction parce qu'il va pouvoir un peu, pardon du terme, mais les baiser dans tous les sens du terme. Ah oui. Oui, tout à fait juste. Et puis, finalement, il tombe amoureux. Je sais pas si on peut spoiler. Oh, Ah non, bah, alors, non, l'émission, par contre, on Ouais. l'a pas dit dans le générique, mais c'est, on Ouais, considère que Vous avez vu les films ou que vous allez les voir très bientôt. ou que vous avez pas envie de les voir, En et que plus, vous en hein. fichez. Oui, donc. voilà. Bon, bah, désolé si c'était pas le cas, mais que voilà, il tombe amoureux du personnage féminin et donc il devient de plus en plus empathique et il essaye d'arranger les choses grâce à ce don, etc., etc. Donc finalement, c'est aussi pour arriver un peu à ses fins romantiques que il change de positionnement et de regard. Ça arrive pas de but en blanc et ça devient pas le héros incroyable. C'est pour ça que ça reste assez classique. Ouais. Finalement, la conclusion est exactement celle qu'aurait pu avoir une comédie romantique tout à Ouais. fait classique, réalisée par un homme. Tout à fait. Bah, je pense qu'on en rediscutera un peu parce que sur d'autres films, voilà, ça peut aussi être évoqué. Bah, en fait, C'est cela, oui. pour être honnête, tout le film, je pensais à Laura Mulvey, en fait, et ce qu'elle aurait pu éventuellement dire, donc notamment en partant de son concept de male gaze, qui s'est étendu d'ailleurs à peu près tous les domaines, hein, qu'on pourrait maintenant carrément traduire par regard masculin de manière générale, mais comment, en tout cas pour les travaux qu'elle a menés dans ses articles, comment c'est un regard masculin qui a fondé le cinéma américain, dans son rapport au corps féminin, dans son rapport même juste à l'espace, au rapport de force, etc. Il y a un truc un peu paradoxal d'un film qui quasiment explicitement remet en jeu le male gaze dans le corps même d'un personnage qui tout à coup a accès à quelque chose auquel il n'avait pas accès de fantasque, c'est-à-dire exactement ce à quoi pense Oui. ce qu'il voit lui comme une altérité, c'est-à-dire les femmes, elles sont pas comme moi, elles pensent pas comme moi, elles ont pas les mêmes centres d'intérêt, etc. Pour au final faire une comédie très classique, et je crois que c'est un peu
c'est un peu la frilosité que je reprocherais à d'autres des films, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des idées qui vont impulser quelque chose de comique et où on se dit tiens, tout à coup ça raconte quelque chose de l'ordre d'un décalage de deux personnages qui devraient pas se rencontrer, qui est une mécanique classique de comédie romantique, mais ça va être tout à coup sur l'âge, sur la guerre des sexes, etc. Bon, sujets comme on l'a dit, qui sont déjà abordés, mais ce décalage, il me semble pas exploité. Et puis, pour revenir peut-être à la structure, à ce que tu disais, pour des choses un peu plus concrètes, je ne comprends pas, et je continue à ne pas comprendre, pourquoi les comédies américaines sont si longues. C'est vraiment un truc de comédie américaine. Je connais très peu de films, des grandes comédies studio américaines, que ce soit par Nancy Meyer ou des frères Farrelly, par exemple. C'est la même chose. Alors, bon, les frères Farrelly sont quand même bien plus talentueux, mais ça dure toujours au moins 1h50. Minimum. Oui. Quentin, peut-être que tu veux en je vais peut-être dire. quand même l'ouvrir un peu, parce que j'entends des trucs depuis tout à l'heure, en plus je comprends la moitié. Alors autant pour Ce que veulent les femmes, que j'ai pas revu là dans les dernières semaines, mais pour avoir revu Le Nouveau Stagiaire hier ou avant-hier, effectivement on est toujours dans les 2h, 2h20. Alors moi j'ai une analyse en tout cas, c'est que c'est fait pour nous faire plaisir. Parce que alors j'en parlerai davantage pour Le Nouveau Stagiaire, mais moi j'ai été contraint de mettre régulièrement pause, tellement ça passait vite. Tellement je voulais rester encore avec le film. Donc j'ai mis pause, j'ai fumé des clopes, j'ai fait des trucs parce que c'était pas possible. Je sentais bien que ça m'échappait et que ça allait finir et que ma journée allait redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire molle et grise et terne. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils allongent, mais c'est vrai que ça fait des films qui dépassent toujours 2 heures. Enfin je sais plus, mais je crois que Ce que veulent les femmes aussi. Ouais, les trois là durent plus de 2 heures. Après 2h05, 2h10, c'est alors pas... Après, bon, c'est effectivement, il y a un rythme qui fait qu'on les voit quand même moins passer que lorsqu'on regarde certains films qui durent 1 heure pourtant. Et c'est ce que tu disais, Lénis, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique, en tout cas dans la construction du film, qui est, alors on va en parler bientôt aussi avec les deux prochains films, mais qui est exemplaire. C'est parfait. Alors là, c'est le repas, c'est la cuisine parfaite, quoi. Il n'y a rien qui déborde, c'est exactement les ingrédients qu'il faut, là où il faut, quand il faut. Le mélange avec, pour le prochain film, avec voix off, musique, image, je veux dire, ça pose le truc, c'est bon, on est installé, on est bien avec Nancy Meyers. Et en même temps, c'est très américain parce que le dessert est toujours trop sucré et indigeste. Moi, je suis d'accord avec toi de manière très extérieure. Il faut admettre qu'il y a une maîtrise académique des films. Mais comme dans la plupart des comédies américaines, même celles que d'un point de vue plus personnel, je pourrais admirer, les films d'Adam McKay par exemple, Frangin malgré eux, des choses comme ça, la fin est toujours, je trouve, assez ratée, beaucoup plus longue, pénible, et même guimauve quand ça s'y prête pas. C'est-à-dire que parfois le sujet... Et il va y avoir cette impulsion d'originalité que la fin vient quasiment contredire. Ce que veulent les femmes, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tout le film essaye d'échafauder quelque chose en réimaginant un rapport entre des personnages qui sont pas trop montrés au cinéma, ou en tout cas pas sous cet angle-là, et la fin pourrait être interchangeable avec à peu près n'importe quelle comédie dramatique. Oui. Mais ça c'est pas Nancy Meyers, c'est la comédie américaine un peu guimauve, et j'inclus dedans quasiment toutes les comédies américaines, parce que au moins celles de studio, parce qu'elles finissent par tomber dans le bon sentiment, quel que soit le registre, que ce soit grotesque, que ce soit guignolesque, que ce soit un peu romantique comme ça. Bon, moi, à chaque fois, les fins, moi, elles me tombent des yeux. Oui, parce qu'il faut bien préciser que Mel Gibson finit par perdre son pouvoir, il retombe ou je sais plus quoi, enfin il a de nouveau un accident, et donc c'est comme ça qu'il va y avoir une résolution, parce que sinon évidemment ça nous lancerait dans un machin. Est-ce qu'on peut vivre, et ça deviendrait hyper flippant, est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un en sachant constamment ce que la personne pense? Et la réponse est évidemment non, il n'y a pas besoin de disserter, c'est du Shyamalan, quoi. Voilà, oui. Et d'ailleurs, ça nous fait une transition avec le film d'après, sauf si vous vouliez ajouter quelque chose. Non, ça me faisait penser à un film, je vais essayer d'être très rapide, je crois qu'on l'avait vu ensemble, Louis, mais je suis pas sûre, c'est avec anciennement Ellen Page sur un truc de zombie, et c'est devenu hyper social. Curse, quelque chose comme ça, un film de zombies... Et c'est vraiment ça, c'est le film à concept un peu film de zombies mais social, enfin et ça repart dans le classique. Au final, même la fin est très classique. Donc mais les fins, c'est difficile à gérer de manière générale, mais je crois que c'est un des trucs que le cinéma hollywoodien fait le moins bien dans sa frange académique, disons. Parce que les fins finissent par boucler et il faut que le spectateur parte avec ce qu'il est venu chercher. Et donc, à part quelques exceptions, globalement, ça va parfois carrément replier les films sur eux-mêmes, parce que comme on est censé partir resatisfait, tout ce qui aurait pu
être de l'ordre de l'aspérité, de l'anormalité dans les films, Ouais. va se retrouver résolu à la fin. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un peu des films doudous, quoi. Oui. Des films où t'es content de les Oui. voir en hiver, dans ton petit plaid. Bon, là, il faisait chaud et j'allais pas me prendre un chocolat chaud, donc ça m'a gavé. Mais Ça t'est je l'ai peut-être pas reverrai la cet bonne hiver, série. Oui. dans les conditions. Il y a des saisons qui s'y prêtent et justement The Holidays eh bien, est un film qui est sorti en 2006 et qui est sorti, si ma mémoire est bonne, juste après les fêtes de Noël, enfin donc, en France en tout cas à cette période-là, et qui traite évidemment des fêtes de Noël, puisque c'est les The Holidays, c'est l'hiver en Angleterre et c'est l'été à Los Angeles. Et c'est ça le pitch évidemment, c'est que eh bien, il va y avoir échange de maisons entre le personnage interprété par Kate Winslet et le personnage interprété par Cameron Diaz. merci beaucoup. Et évidemment, eh bien, ces échanges vont permettre à chacune de ces femmes de rencontrer de nouveaux hommes, au singulier, hein. Enfin quoi qu'au pluriel aussi, mais tous ces hommes n'en tomberont pas amoureux évidemment, amoureuses, pardon. Et donc c'est The Holidays, et là on arrive donc sur, moi je suis dans la gradation, hein, je trouve vraiment, parce que alors celui-ci, oui, là évidemment le plaid, le chocolat chaud, le café ou ce que vous voulez, s'y prête très très bien. Alors juste avant de commencer, moi j'ai une anecdote parce que je te l'ai raconté l'autre fois, Lénis, je crois, c'est que ce sont des films dans lesquels on se sent très bien, mais qui potentiellement peuvent avoir un gros effet, un peu comme plein de drogues, c'est-à-dire après il y a une rechute. Je me souviens parfaitement d'avoir vu ce film en 2006, lorsque je vivais à Paris seul dans un minuscule studio. Je suis sorti du cinéma, je devais avoir encore à peu près le sourire, et puis en faisant le trajet qui me séparait de mon appartement, eh bien j'ai évidemment eu envie de décéder, puisque ma vie n'avait évidemment rien à voir avec toutes ces paillettes que Nancy Meyers, dont j'ignorais absolument le blaze à l'époque, m'avait envoyé au visage. Et pour boucler le truc, donc Rufus Sewell, qu'on retrouve dans ce film, et qui est celui dont on ne retrouvait pas le nom l'autre fois quand on faisait l'émission sur Hold, le médecin qui perd la boule, eh bien c'est ce même acteur. Mais oui, t'as raison. Rufus. Oh là Enfin, là. si je dis que Rufus, les gens vont croire que c'est celui qui joue dans Délicatesse. Ouvert pour Inventaire Cinematic Universe. Tac. C'est Alors, donc ça le métaverse. The Holidays, eh bien, c'est de l'amour, hein, comment peut-on dire, c'est du bonheur. D'accord. Oui, alors du bonheur, oui. Non, mais pour le coup, c'est un film beaucoup plus, encore plus académique que ce que veulent les femmes. Je crois, alors, pour moi qui connais très mal les comédies romantiques, qui en ai vu très peu, je parle vraiment des comédies romantiques américaines, de Noël, de The Holidays, si tu parfaitement là-dedans, j'ai l'impression quand même que s'il fallait en voir une, ce serait celle-là. Ne serait-ce que parce qu'elle est exemplaire, en réalité, d'un point de vue artistique, narratif, la construction des personnages, les relations qui vont s'imbriquer, et avec, comme toujours, le petit concept. Alors là, effectivement, c'est cette idée de maison. Romer nous dirait, d'ailleurs, qui a deux maisons perd la raison. Tout à fait. Et pour le coup, c'est un petit peu ça, le sujet du film. Et comment on retrouve un équilibre avec à chaque fois ce cheminement que tous les films de Nancy Meyer ont, comme à mon avis toutes les comédies romantiques de ce type-là, c'est comment est-ce qu'on devient quelqu'un de meilleur tout en acceptant qui on est. Enfin, c'est un long chemin d'acceptation pour que le spectateur ressorte justement avec ce sentiment d'accomplissement de lui-même en disant bon, d'une part ma vie est pas si pourrie parce que je vois ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, les personnages, ils ont une vie quand même. Enfin, personnellement, je n'envie aucun des personnages des films de Nancy Meyer. C'est tous des start-upers qui bossent dans des boîtes de com. Alors moi, perso, ça me fait pas rêver. Moi, je préfère être pauvre pauvre que travailler dans une boîte de com. Mais bon, ça, c'est moi, ça. Ah oui, voilà, parce que dès qu'on voit le cottage dans lequel elle vit, même si on imagine bien qu'elle a pris son saloperie de train depuis Londres pour rentrer dans son truc, qu'elle a de la marche, elle vit dans la maison de poupée qu'on rêve tous. Alors, sauf toi, que l'humanité... Non, mais moi j'y vis un peu déjà quelque part. Ah oui, alors pardon. Je viens de la campagne, moi ça s'entend, j'ai un accent de... de la campagne. Oui, je me soigne, mais non, oui, effectivement, c'est très beau. Dans tous les cas, si je me détache de ma condition de gauchiste casse-couille, ça reste un idéal, et effectivement, pour le public américain, ça incarne l'idéal social, économico... britannique ici. Oui, voilà. Mais c'est mondialisé maison. parce que finalement... Enfin, il y a quand même ces deux salles, deux ambiances. Il y a la grande maison hollywoodienne, bling bling, et puis ce petit cottage comme on imagine. Bon, évidemment, il y a aussi des gens qui vivent dans la crasse à Londres. Hein, mais ça, c'est très américain parce que des maisons comme ça, t'en as aux États-Unis aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, Nice. Oui. Bah moi j'aime beaucoup. C'est encore une fois c'est un film un peu doudou et
ce que je trouve les deux actrices particulièrement attachantes. Il faut savoir que au début du film, elles partent toutes les deux pour des peines de cœur. Elles se disent bon, c'est bon, je fais une pause de tout ça, et elles découvrent pour chacune d'entre elles. Alors, elles retrouvent elles retombent amoureuses toutes les deux, mais elles trouvent aussi d'autres choses. Alors pour Cameron Diaz, j'ai plus d'exemples précis, mais pour Kate Winslet, une déesse, hein, il faut le dire, Bien sûr. parmi les déesses, elle rencontre un vieux scénariste avec qui elle va se lier d'amitié, Jack Black qui fait sa musique, etc., etc. Et donc il y a aussi toute cette ouverture sur un autre monde que le leur, même professionnellement ou même quotidiennement, on va dire, que je trouve attachant, tout ça. Même si effectivement c'est vraiment des classes sociales particulières et puis un idéal particulier, mais qui a valeur universelle, parce que les émotions, pour le coup, c'est des petites problématiques d'amour. Précisons juste que le scénariste est joué par Eli Wallach, qui tout à fait. joue dans notamment Le Bon, la Brute et le Truand, entre autres. Le Parrain aussi. Et d'ailleurs, on va en reparler prochainement dans le nouveau stagiaire, mais j'ai trouvé que le rapport entre Kate Winslet et le vieux scénariste me fait un peu penser à ce qui se passe aussi dans le nouveau stagiaire, et c'est un peu ce qui m'a... Et c'est très beau. Titillé, Et un peu inversé en même temps. De quoi ? Un peu inversé, oui. temps. Oui, parce que c'est elle qui va le persuader d'accepter sa récompense, alors que c'est un vieux bougon, il veut pas. Ouais. Etc. Oui, mais c'est le mentor, tu vois, Oui. c'est le sage. Calmez-vous, Alénis, nous en reparlerons bien entendu. Je sens bien que vous avez envie de vous battre par rapport aux hommes. Mais alors moi, je voulais quand même faire une remarque sur la magie de ce cinéma. C'est quand même d'arriver à nous faire croire que quelqu'un comme Kate Winslet puisse tomber amoureuse de cette espèce d'ignoble Jack Je Black. l'adore, tu peux pas qui dire est ça. quand même Je dégueulasse. commence à comprendre ton pattern Je depuis que t'as l'adore. parlé de Vincent Lacoste. Il est absolument... Nous, ici, on va défendre les mecs comme nous, Ah qui oui. sont moyennement beaux, pas moches non plus, mais qui ont du charme. Non, mais Jack Black, il est trop Mais charismatique. à chaque fois qu'il joue, il a un truc, on a l'impression que c'est un tueur, il fait Non, des là, espèces il de est sourires. plus sobre, justement. Ah oui, bah justement, il a encore une grande marge de progression pour jouer le personnage type, quoi. Parce que là, il fait des trucs avec ses yeux, avec sa bouche. on a Mais l'impression Nancy qu'il va la Meyers bouffer. s'est inspiré de son frère pour le rôle. Ah oui, voilà, donc il fallait peut-être lui mettre un masque, ou alors qu'il enlève son masque, je sais pas comment. Bon. Je voudrais juste dire un tout dernier truc sur The Holiday. Holidays. Ouais, Holiday. D'ailleurs, on dit Nancy Meyer alors que c'est Meyer, je crois. Bon, Ouais. bref. C'est pas la première fois qu'on va écorcher des noms ou des mots. Moi, il y a une idée que je trouve très belle dans The Holidays, qui aurait pu d'ailleurs donner son titre quasiment au film. C'est cette idée qu'on oublie pendant le film, qui est introduite à la fin et qui va presque conclure le film. C'est le fait que ce qui va presque déclencher tout ça, c'est que Cameron Diaz n'arrive plus à pleurer. Je trouve cette idée très belle. Ça aurait pu s'appeler La femme qui ne sait plus pleurer. Et en fait, à la fin, quand cette chose-là ressurgit, on se rend compte d'une part que ça n'a pas été exploité par le film, ce qui est bien dommage, parce que c'est quand même poétiquement une idée assez chouette. Et puis, ça caractérise un personnage, ça vient exprimer par le jeu quelque chose de plus profond, bref. Et puis quand ça ressurgit à la fin, je trouve ça plutôt beau. Voilà. Je trouvais que c'était une idée chouette dans le film. Ah oui, bah, c'est-à-dire que moi, pour l'émission, je l'ai revu en accéléré, et donc j'ai complètement oublié Zappé, Oui, je suis vraiment resté sur les grands moments. Alors, si ça se trouve, c'est dans le film, mais je somnolais, mais il Non, me non, semble mais- que... Je suis pas sûr que ça revienne beaucoup. Il me semble que c'est qu'au début, à la fin. Bien. On pourrait encore en dire, j'imagine, beaucoup, puisqu'on a à peine parlé de Jude Law, à peine parlé de Cameron Diaz, à part donc elle ne sait plus pleurer. On s'est un petit peu surtout arrêté sur Kate Winslet, parce que probablement que c'est quand même, en fin de compte, un peu le personnage principal malgré tout. Et puisque ça fonctionne par alternance, on a surtout envie de se retrouver avec Kate Winslet, parce que c'est vrai que Cameron Diaz, finalement, qu'elle tombe amoureuse de Jude Law et qu'elle s'entende bien avec ses deux filles, on s'en fout un peu. Faut reconnaître que notre cœur bat pour Kate, évidemment, et ce sera toujours vrai. Et quand même, pour une comédie, la musique était signée Hans Zimmer. Voilà, Ah donc ouais c'était- ouais, Il y a un déjà. petit clin d'œil dans la scène du vidéoclub, d'ailleurs, Ah oui, oui, oui. où Jack Black prend un DVD, alors que Jack Black est compositeur de musique de film, il Mm. prend un DVD, il fait « Ah, regarde, c'était un film avec Morgan Freeman et Meryl Streep, je crois. » Il dit « C'est étonnant, la musique est de Hans Zimmer. » Sous-entendu, on n'a pas l'habitude. Mais je crois qu'Hans Zimmer, à l'époque, est pas encore associé aux musiques de type... Oui. mais...
Oui, il y a beaucoup de clins d'œil dans ce dans ce vidéoclub, puisqu'il y a Dustin Hoffman qui nous fait un petit coucou, voilà. C'est chouette. Et Jack Black qui fait son petit cours de musique à 2,50 €. Ouais. Avoue que t'as trouvé ça Non, un je peu trouve mignon. ça super lourd, là, quand genre, il lui fait découvrir les dents de la mer, sans déconner. Non, mais enfin, c'est ridicule. Bon, enfin, bref. Bah, toujours ce côté un peu mentor de la part des personnages hommes. masculins, quoi, mais bon. Eh bien, Ouh, je justement, sens que ça va se nous tendre par la reparlerons suite. de l'aspect mentor des hommes dans la deuxième partie de l'émission dans quelques instants. Les auditeurs auront remarqué l'absence soudaine d'un bruit de fond. C'est parce que nous avons coupé le ventilateur, voilà, qui nous accompagnait comme ambiance. On avait trouvé que c'était bien, et puis on s'est dit pour la deuxième partie, on va changer un peu d'ambiance. Donc on a coupé le ventilateur. Il fait chaud. Et ça nous permet, maintenant il fait très chaud, ça nous permet de pouvoir recommencer. Alors juste avant de parler du nouveau stagiaire, puisque nous n'avons pas de jeu aujourd'hui, je vais vous poser une énigme qu'on m'a posée ce matin, qui est donc absolument absurde dans ces termes. La personne avec laquelle je faisais mon footing cherchait le nom d'un acteur. On l'embrasse. Et donc on l'embrasse, bien entendu. Et donc cette question, vous allez voir, mais vous pouvez avoir la même chance que moi et tomber juste, c'est comment s'appelle cet acteur qui était quand même bien connu dans les années 90. Oh là. Il y a une blague, il y a un twist ou pas? Ah bah dans le John twist, Travolta. c'est non. Je suis pas loin. Jack Nicholson? Non. On va tous les faire. Ah bah non, parce qu'il fallait quand même un peu... Là, vous me sortez des mecs qui étaient aussi très célèbres dans les années Bah 60, oui, 70, c'est ça, 80. Est-ce que c'était un acteur de comédie romantique? Pas particulièrement, non. Non, mais je vais pas vous faire durer toute Attends, la film chose sur le d'action, tour. film d'action. Film d'action, oui, on l'a vu dans Bruce des... Willis, oui. Steven Seagal. Et non, un peu plus à la marge. Michel Fourmi. On aimait bien le voir dans des films, mais c'était souvent plutôt des bons gros seconds rôles. Mais je vais vous dire son nom et vous allez dire bien sûr. Après, je pourrais vous donner des indices, mais ça nous enverrait loin. Vas-y. Christian Slater. Et voilà, on avait oublié Attends, Christian moi, Slater. Il faut que je vois à quoi il ressemble, sinon je vais pas pouvoir... Je peux me permettre une anecdote dans l'anecdote. Mais bien sûr. C'est que j'avais un jour retrouvé mon compte Allociné où j'avais mes vieilles critiques que j'avais écrites quand j'étais ado au lycée et j'étais hyper méchant. Et notamment, Christian Slater joue dans L'Homme Invisible 2. Et qui était un direct ou DVD, la suite du film de Paul Verhoeven. Et j'avais trouvé le film pas mal à l'époque, alors que tout le monde disait que c'était de la merde, sans doute que c'était vraiment de la merde. Et j'avais dit, un film dans lequel Christian Slater est rendu invisible par le réalisateur ne peut pas être décemment un mauvais film. Oh là 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 Il là. était déjà une petite ordure. Ouais, mais j'étais fier de ma Ah formulation. bah oui, non, mais la formulation... Et est cela dit, très Christian Slater, Attends, dans le nom tu l'as le trouvé nom du de la premier rose, coup, quoi. c'était... Ah oui, non, mais j'ai eu beaucoup... Voilà, le nom de la rose, par Non, mais exemple. True Romance. Oui, Oui. True Romance, quand même. Bien sûr. Premier rôle, en oui, plus. oui. Et puis, comment Robin des Bois. Robin des Bois. Ah bon? Oui. Il a fait un Robin des Bois? Eh ben, il est... Non, mais c'est pas lui, Robin. Ah mais, oui, il est dans le- Kevin Costner. Kevin Costner, Oui, oui, voilà. oui. Bien. Alors, retournons aux choses Bon, sérieuses. c'était un jeu au final. C'était un petit jeu, sans prétention, vraiment sans prétention. Très bien. Le nouveau stagiaire, film sorti en 2015, avec notre Robert De Niro habituel, et habituel des 10-15 dernières années, Oui. et la magnifique, désolé, je suis obligé de le dire, Anne Hathaway, Bien évidemment, parce que ça joue beaucoup dans ce film. Alors, très rapidement pour le pitch, et de façon à ce qu'Alénis ensuite puisse nous expliquer pourquoi ça coince comme ça, ce film, eh bien, Anne Hathaway, qui s'appelle Jules, est chef d'entreprise, et son entreprise marche très très fort, mais on voudrait lui adjoindre un PDG pour que ça puisse l'alléger un peu, sous-entendu que elle est un peu trop chargée. Et dans le même temps, eh bien, son entreprise fait partie d'une sorte de petit test, de petit machin, où on prend des troisième âges en stage, de façon à faire un truc un peu multigénérationnel. Et évidemment, Robert De Niro, qui est à la retraite depuis quelques années, la vit mal, sa retraite, il s'emmerde ferme, donc lui, il a envie d'y retourner. Donc on apprend qu'il a 70 ans et il devient stagiaire dans cette start-up qui vend des vêtements. Voilà, et donc évidemment, ils vont, comme c'était quelqu'un qui est très très compétent, très à l'écoute, très sympathique, eh bien il va petit à petit, un peu par le hasard des choses, se rapprocher de Anne Hathaway.
Voilà pour le résumé. Alors, Allez, Nice pose ce couteau. Fight Round Voilà. 1. moi, j'adore. Vraiment. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est le film où j'ai mis pause parce que ça allait trop vite. Que je sois dans la maison de Robert De Niro, parce qu'on dirait moi avec 50 ans de plus, ou que ce soit évidemment Anne Hathaway, malgré des choses absolument absurdes, c'est-à-dire que son mari qui la repousse dans le lit, c'était absolument inimaginable. On ne repousse pas Anne Hathaway, point. Mais malgré tout ça, bon, moi voilà, je suis là, j'aurais pu pleurer, mais je n'ai pas pleuré parce que c'est beaucoup trop beau, il n'y a même pas besoin de pleurer. Mais à Nice, il y a quelque chose qui coince, et ça fait des semaines que tu veux en découdre. Oui, c'est parti. Je vais prendre ma voix tranquille. Non, pas du tout. Ah, c'est ton imitation de De Niro? Putain, tu me l'avais survendu. Bon, alors, qu'est-ce qui coince? Quand j'ai regardé le nouveau stagiaire, donc que j'ai découvert, que j'avais jamais vu avant, les premières minutes, j'ai passé un excellent moment. Je pense les 15 premières minutes, malgré le fait que effectivement le côté Startup Nation, AliExpress, des fringues, bon, j'ai essayé de mettre ça dans un coin de ma tête très très loin pour voilà. Mais ayant vu Le Diable s'habille en Prada approximativement une 30aine de fois étant enfant, pour moi c'était vraiment voilà la consécration quoi. Et donc voilà, j'ai trouvé le début très drôle, très attachant. Encore une fois avec cette cette présentation des personnages que je trouve très efficace, très douce, très belle, très tendre. Mais il y a un problème quand même. Déjà, Anne Hathaway, c'est une brute de travail qui exploite ses employés. Il faut bien le dire, elle est pas sympathique du tout en tant que patronne. Est-ce que ne pas être sympathique, ça veut dire exploiter? Bah bon. Pour moi, en On est tout cas, communistes, déjà... nous. Qui fait du harcèlement, peut-être un petit peu, quoi. Voilà, on dirait ça. bon. Hein, comme des chefs d'établissement. Harcelouille un peu. Voilà. Rien du tout. Qui ne fait pas ça dans le management? Voilà, c'est sûr. Donc, premier petit blocage. Deuxième petit blocage, ce très cher Robert De Niro. D'ailleurs, il faut quand même que je le dise avant que je dise des trucs moins sympas. La scène où il se regarde dans le miroir, vraiment, c'est adorable, quoi. Quand il fait son speech, Oui. parce que c'est Robert De Niro, quoi. Et oui, donc, bien sûr. La ref et tout, t'as vu. C'est ça. Donc voilà, très sympa. Mais en fait, c'est un peu le vieux papy, alors qui vient se faire exploiter parce qu'apparemment il est pas payé, il finit à 23h en même temps que la patronne, mais tout est normal, c'est ok. C'est la vieille école. Et Ah oui. Et en plus de ça, alors il a cette figure un peu paternelle qui arrive assez vite. Il commence un peu à s'immiscer dans la vie d'Anne Hathaway pour lui donner des conseils, pour l'aider avec sa petite fille. Mais moi, il y a des scènes qui m'ont choquée, en fait. Quand je vois Anne Hathaway qui laisse son enfant de, je sais pas, 6-7 ans à Robert De Niro pendant une après-midi, tu laisses ton enfant à un inconnu qui bosse pour toi depuis une semaine. Calmez-vous. Elle a pas vu Raging Bull, hein. Il y a eu, il y a Ellipse. Ouais, mais on voit bien que ça fait plus d'une semaine. Et puis, alors quand même, pour le défendre, lui ne s'incruste pas, en fait. C'est malgré lui qui rentre dans cette maison. Oui. Lui, il veut rester dehors. Le mari de Anne Hathaway lui dit d'entrer, donc il se retrouve là. Donc, bilan, quand Anne Hathaway, elle arrive, eh ben, elle est un peu troublée. Il essaie de se rebarrer. Hein, il dit, je vous attends à la voiture, parce qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Et comme il est ancienne école, il reste jusque tard le soir parce que, comme il le dit, on part pas avant le patron, etc., etc. Eh oui, mais voilà. Eh ben ouais, mais c'est les anciens. C'est ceux qui portent des costumes et des cravates et qui ont un attaché case. Ça vous pose un problème? C'est ceux qui ont bâti ce putain de pays, d'accord? Exactement. C'est pas la petite bière là qui est toujours en train de gueuler dès qu'on fait une heure sup. Hein. Bon, voilà, le mec il est pas payé et il donne tout ce qu'il a et il héberge les copains et il laisse personne sur le bord de la route. Donc voilà, c'est le vrai Américain. Et je dirais quand même qu'on peut l'excuser. C'est pas vraiment de sa faute s'il intègre un petit peu la sphère familiale et un petit peu attiré par l'autre. On apprendra d'ailleurs que l'autre trompe sa femme, hein, puisque sa femme n'est jamais à la maison. Donc enfin c'est pas une excuse hein, évidemment. Mais... oui, parce que j'ai dit ça naturellement, mais non. Et bon, finalement, ils vont se rabibocher, mais enfin, c'est aussi là-dessus qu'il va devoir intervenir. Alors, bon an mal an, hein, parce qu'il n'ose pas le dire évidemment à Anne Hathaway, mais elle le sait. Enfin bref. Donc oui, toi, t'es un peu troublé par le fait qu'il emmène cette petite fille, parce qu'en fait, l'autre fait croire qu'il est malade pour pouvoir tirer sa crampe, quand même. Oui, tout à fait. Ah, oui, donc pas très beau. Et c'est comme ça, il ramène la petite fille à la maison et il voit que le type part dans une voiture. Avec une nana, ouais. Il y a un deuxième truc, et c'est le même problème que j'ai avec les films précédents, c'est que Anne Hathaway, qui est une femme forte, puissante dans son entreprise, qui gère les choses, a besoin de ce mentor, homme, plus âgé, plus sage, qui va lui donner les bons conseils. Elle a besoin de lui, en fait. C'est vraiment une nécessité dans sa vie, sinon elle est en train de partir en vrille.
Bah merde en fait. Bah, c'est le paradoxe que je soulignais, c'est que on a l'impression au premier abord que le film va développer, disons grossièrement, un regard féminin sur justement des situations qui, dans la tradition du cinéma américain, ne sont presque jamais féminisées, ou alors féminisées à travers un regard purement masculin, alors qu'en fait, pas forcément, voire même pas du tout. Parce que ce que tu présentes là, moi je suis d'accord avec l'intégralité de ce que tu as dit jusqu'à présent, que ce soit sujet à énervement ou pas. Je crois que c'est même assez factuel en fait. Alors que dans le même temps, c'est pas qu'on nous vend l'idée que le film dit autre chose, mais on a un peu l'impression quand même que Nancy Meyer est censée incarner autre chose. Exactement. Ouais. Mais attention, c'est pas forcément un défaut fondamental du film, parce que de toute manière, le cinéma américain est comme ça. Oui. Mais là, il y a un peu une espèce d'escroquerie. Alors le mot est fort. Mais simplement, c'est pour ça que je parlais des fins tout à l'heure. C'est que les fins replient le film sur lui-même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce qui a été introduit ne sert à rien. Et ça pose quand même la question de est-il possible de faire du cinéma américain qui ne soit pas sujet au male gaze? Parce que Nancy Meyers, elle a beau faire tout ce qu'elle peut, les films sont produits par des hommes, ils sont souvent écrits par des hommes. Elle a notamment... J'ai vu ça sur une encyclopédie en ligne. Elle a quand même beaucoup co-scénarisé avec un autre cinéaste américain dont le nom m'échappe, qui a réalisé Alfie notamment. Donc il y a toujours cette présence quand même. Mais à la fin, ça reste des films de mecs. Je ne suis pas d'accord. Et justement, par rapport à la fin... Non, parce que oui, alors là, Lénis dit, dans une certaine mesure, je peux le comprendre, hein, c'est-à-dire qu'elle aurait besoin de Robert De Niro, d'une figure paternelle ou amicale en tout cas, parce que c'est aussi visiblement son seul ami, et ça c'est très important. C'est pas que parce que c'est un homme qui a 70 ans, elle lui dit à un moment donné que voilà, c'est son seul ami. Donc c'est plus cette relation-là qui fait qu'il a un petit peu cette place qui lui permet de la conseiller, et puis quand... Elle se décide finalement à avoir un PDG. Et lui n'est pas d'accord. Mais comme il lui dit quand elle vient le voir, elle lui dit ou tu es venu, enfin on s'en fout avec le you, bon, tu es venu pour entendre ça, sous-entendu qu'elle savait déjà qu'il allait lui dire que lui ne voulait pas qu'elle ait un PDG, parce que quand même si c'est peut-être un homme, il lui dit quand même quoi ? C'est toi le boss, et c'est à toi de conserver la direction de ton entreprise, et tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'autre, et absolument pas d'un homme, en l'occurrence, puisque c'est les PDG qu'on lui propose, pour chapeauter ton travail. Ça, je trouve que même si on peut ensuite discuter de pourquoi c'est un homme, et pourquoi ça n'aurait pas été une vieille, plutôt la stagiaire, plutôt qu'un vieux, oui, alors bien sûr, on aurait pu, mais ça aurait été nettement moins marrant, parce que c'est quand même Robert De Niro. Robert De Niro, ouais, c'est marrant. Après, et puis surtout, le film, il faut quand même dire, c'est pas ça, hein, le but... du film, c'est quand même d'introduire une mécanique d'amitié entre un vieil homme et une jeune femme. Voilà. Et pour le coup, ça, c'est pas on peut pas reprocher ça au film. Et il y a des scènes très drôles, d'ailleurs, justement, ce que tu disais, Quentin, parce que lui est très de la vieille école, et le moment où ils vont boire un verre ensemble et qu'il sort son petit mouchoir tout joli alors qu'elle est en train de gerber dans les buissons, il y a plein de petites scènes, du coup, hyper comiques et hyper touchantes entre les deux qui fonctionnent, pour le coup. C'est très touchant, leur relation, effectivement. Et puis, on pourrait dire quand même une chose, même si, enfin, on l'a un petit peu dit, elle est chef d'entreprise. C'est quand même pas tous les films américains qui mettent au centre un personnage féminin qui est chef d'entreprise et qui soit pas une affreuse salope, parce que bien sûr elle est pas très très sympathique, mais elle comprend qu'elle peut faire des efforts avec les gens, finalement elle va s'adoucir un petit peu, ça prendre en considération, hein. Oui, c'est pas lui dire s'habiller en Prada, quoi, je veux dire. Ouais. Et surtout autre chose, moi là au premier visionnage quand même, alors un peu premier degré peut-être, hein, mais quand même s'il va la tromper, c'est quand même le mari qui a décidé visiblement de mettre sa carrière en retrait, enfin de l'interrompre pour être père au foyer et laisser à sa femme le champ libre pour pouvoir faire ça. C'est quand même quasiment inédit de voir ce genre de rapport-là, et on peut dire que c'est pas assez, mais sauf que c'est déjà 200 fois plus que la plupart des films qu'on peut voir. Donc à ce titre-là, je dis quand même, voilà. Le film en est tellement fier qu'il le théorise, hein, parce que ça, ils le disent explicitement. Oui. Il y a une scène où carrément t'as un personnage qui va dire oui, il a mis sa carrière de talentueux publiciste entre parenthèses. Voilà, le film a besoin quand même d'appuyer. Les Américains. Je dis pas que ça n'existe pas, hein. Je dis simplement que voilà, le film prend grand soin de rappeler qu'il est... Mais ce que tu dis, en fait, évoque quelque chose qui reboucle avec ce que disait Alénis au début. Au fond du fond, ce qui est peut-être le plus problématique dans le film, au niveau des représentations, des rapports de force, du monde du travail, qui est quand même le sujet du film aussi, hein, ça parle un peu de comment a évolué un certain aspect du monde du travail aux États-Unis, en passant
des bureaux des grandes entreprises comme on pouvait les voir dans les films des années 30 aux startups. Et d'ailleurs, le début, c'est ça, c'est De Niro qui débarque, qui a fait toute sa carrière dans une entreprise qui est tout à fait qualifiée, mais qui va devoir se réadapter aux nouveaux outils, aux nouvelles manières de communiquer, un peu à la cool, à la Google, quoi, l'image qu'on se fait, et qui en même temps introduit d'autres formes de toxicité au travail. Mais finalement, que ce soit une femme ou pas, le personnage reste de manière centrale une chef d'entreprise, disons toxique de manière large. Alors le film essaye pas complètement de la dédouaner non plus. Mais il y a quand même, le film est quand même très bienveillant avec un personnage qui fait des trucs assez inacceptables, disons. Et ça traduit aussi un certain état d'esprit qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur qui sont les personnages que filme Nancy Meyers. Et moi, de manière peut-être plus globale, ce qui me poserait problème, c'est d'imposer, pas par la force, mais justement par la douceur des films bonbons, une certaine universalité de personnages qui vivent des trucs, en fait, auxquels on demande de s'identifier, alors qu'au fond, on les vivra jamais, et que tout le monde n'a pas forcément envie de les vivre. Au-delà du côté, on veut pas être PDG. Parce que oui, il y a l'universalité de l'amour, etc., mais c'est une conception de l'amour, qui est la conception que se fait une riche PDG d'une boîte américaine. Et alors ça, je pense que c'est lié à une vision du monde, en fait. C'est que je crois vraiment que les gens qui font ça sont sincères, et qui sont, disons, issus de ce milieu. Mais du coup, voir ça avec... cette sincérité se heurter sur le mur de la réalité, je trouve ça assez intéressant, parce que, en fait, les films m'ont pas touché pour ça. C'est que je peux m'identifier à un personnage amoureux, et les histoires d'amour, elles fonctionnent pour ça. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, je m'identifie pas, parce que, en fait, pas mal des personnages des films sont des connards. Pas des connards absolus qu'on déteste, mais ils font des trucs de connards. Et... Oui, alors, oui, on pourrait dire ça, mais moi je pense qu'effectivement, il ne faut pas chercher à s'y retrouver. Je vois que je l'avais noté pour le film précédent et pour celui-ci. C'est des films qui sont plus proches du conte, finalement, comme on les a entendus quand on était gosse, ou comme on les étudie quand on fait, je sais pas, les contes médiévaux, par exemple, ou de l'utopie. C'est vraiment clairement, mais ça, il faut que ce soit clair. C'est pas un film qui prétend dire voilà ce qu'est la réalité américaine. Ils sont bien, je pense, bien placés pour savoir que la réalité américaine, elle pue du cul, que ça n'a rien à voir. Mais en revanche, monde ultra protégé. Il n'y a pas une fleur qui dépasse, il n'y a pas un machin, tout est propre, il n'y a pas un pli à la chemise. Et d'ailleurs, dès qu'il y a une veste qui est tachée, on l'emmène vite au pressing. Donc c'est évidemment, c'est juste, en fait, c'est des films qu'on peut détester raisonnablement, en plus, je pense, parce qu'ils créent un truc, une utopie hors sol, ça n'existe pas. Mais ça manque peut-être, ce qui manque peut-être à ces films pour qu'il y ait une impulsion qui tout à coup les rende plus sympathiques à mes yeux, ce serait ne serait-ce qu'une légère touche de cynisme. Alors j'aime pas le cynisme, mais donc ce serait... Non, pas de cynisme, pardon, d'ironie. Ce que fait par exemple, je crois, Desperate Housewives, qui va filmer un univers, un monde qui est peut-être plus ou moins celui que les films cherchent à idolâtrer, mais en même temps, en mettant à l'image le fait qu'il est impossible d'ignorer que le verre est dans la pomme. C'est trop idéaliste, les films de Nancy Meyers, et je crois que c'est ce qui les rend... Eh bien, justement, les films sont cyniques parce qu'il n'y a pas d'ironie, en fait. Ils deviennent cyniques parce que quand t'en sors, t'as l'impression que le monde c'est ça, et le film ne cherche pas à l'imposer. C'est pour ça que je pense que c'est des gens sincères qui font les films, mais du coup ça rend le truc perturbant, parce qu'on se dit, c'est peut-être vraiment leur vision du monde, et c'est une vision cynique, parce que justement elle manque d'ironie, elle manque de second degré, elle manque de regard sur soi-même. Mais attention, là on est en train de faire le fameux prout-prout dont parlait Alénis. Les films, c'est pas ça, c'est... On peut passer un moment très agréable en les regardant, au-delà du côté long parfois, etc. Ça c'était plus pour le côté technique d'écriture. Oui. Mais si on prend un peu de recul, je trouve que c'est des films intéressants parce qu'ils représentent à mon avis très bien une certaine tendance du cinéma américain qui a encore cours aujourd'hui, mais qui est de plus en plus rare, parce que je crois que le cynisme déjà a gagné, ce qui est bien triste, et puis l'ironie aussi fait vendre. Parce que Desperate Housewives, je crois que c'est la version ironique des films de Nancy Meyers. On pourrait presque les voir comme un contre-champ ou une réponse à ça. Et c'est ce qui pose problème. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le premier degré dans ces films-là, parce qu'il y a un côté très franc, très honnête en réalité. Là où, effectivement, dès qu'il y a ironie,
il y a cynisme et donc il y a mise sur le côté de la route d'un certain nombre de personnes à qui on va dire finalement vous ne comprenez pas l'ironie. Et c'est ça aussi. Alors nous, parce que l'ironie c'est toujours pareil. On adore l'ironie tant qu'on la saisit. Si on la saisit pas, on passe pour le con. Et donc ça fait qu'il y a des films qui sont pour les intellos qui peuvent saisir l'ironie et puis pour les autres qui vont. Alors que là au moins, je dirais que c'est des films qui sont tout à fait francs du collier. Voilà notre vision du monde parfait, parce que c'est un monde parfait. Oui. Moi, je rêve que Robert De Niro vienne me taper sur l'épaule et me dire que je vais m'en sortir, et, etc. Bon, sauf que ça n'arrive pas, malheureusement. Donc, c'est vrai que... non, c'est nous à la place. Et oui. La déception. Mais en revanche, peut-être que c'est terminé. Je ne sais pas si c'est son âge ou pas. Mais enfin, c'était 2015, ce film, et il n'y a rien en vue. Il n'y a pas de futur Nancy Meyers prévu. Donc, peut-être qu'elle s'est dit aussi, c'est bon, il y en a marre, je prends une retraite bien méritée. C'est peut-être l'époque qui veut ça. Hein. Peut-être qu'il n'y a plus de place dans cette époque pour les films de Nancy Meyers. Est-ce que les gens y croiraient encore ? Non, on les emmerde, les gens. Ils croient bien toutes les conneries. Mais l'ironie, on leur refait le Roi Lion. L'ironie peut être aussi ludique, parce que oui. T'as raison, l'ironie, ça peut être ce qui met sur le bord de la route, et ça peut être un motif d'exclusion. Voilà. Mais bon, The Spot of the Eye, je crois que c'est assez ludique pour le coup, parce que c'est un jeu avec le spectateur, justement, parfois contre les personnages. Mais bon, bref. Je crois que c'est justement le premier degré et l'absence d'ironie qui rend les films de Nancy Meyers cyniques. Je trouve ça assez triste, mais... Par ailleurs, tout ça est le fruit d'un visionnage actif, disons. Parce que je regarde ça à Noël avec un chocolat chaud avec mes parents. Tu passes un bon je me laisse attraper comme tout le monde. Et c'est le rôle des films, c'est d'attraper. Et puis c'est le côté En fait, c'est vraiment le côté paradoxal. C'est qu'à la fois, c'est très tendre, très sympathique et très académique. Et donc, à mon sens, très réussi parce que très efficace au niveau du rythme... des thèmes, enfin tu vois, des petits concepts choisis, enfin petits concepts qui sont pas forcément petits d'ailleurs, et d'un autre côté, c'est tellement classique, entre guillemets, que ça sort jamais de la ligne droite. Faut jamais que ce soit trop subversif. Dès qu'on a un thème qui peut être un peu touchy, on va le recadrer un peu, quoi. Mais c'est ça qui est dingue avec ces films, c'est qu'elle fait un film sur un mec qui a accès aux pensées des femmes, et à aucun moment le film est subversif. Alors que le sujet l'est presque par nature. Il faut que ça reste tout public, oui, pour ceux que veulent les femmes. Ça pourrait nous emmener dans les machins. Enfin d'ailleurs, ça peut être tout public, ce serait juste subvertir le rapport même entre les hommes et les femmes, mais sans faire... Le seul truc un peu subversif, c'est tout à coup Mel Gibson qui se fait surprendre avec des collants et du vernis rouge. C'est le truc le plus subversif du film. Après, ça s'arrête là. Et pour vous dire, c'est ça le degré de subversion du film. Mais j'impose pas de subversion... Années 2000 aussi, hein. Ouais, mais je voudrais pas imposer de la subversion ou du cynisme ou de l'ironie au film. On peut faire un film premier degré, franc, et au contraire, c'est très beau. Un film sans ironie, sans subversion... Ok, simplement, là c'est d'un point de vue personnel, simplement que la vision du monde qui est celle de Nancy Meyers, qui en fait du coup certainement une cinéaste, si on prend la théorie des auteurs bruts, c'est une auteure, parce qu'elle parle toujours des mêmes sujets, elle a une filmographie cohérente, etc. Elle a une vision du monde qu'elle transmet dans son cinéma. C'est une vision du monde que je trouve un peu mortifère. Mais c'est sauvé par, je trouve, les acteurs, par exemple, qui vont insuffler un élan de vie assez touchant dans les films, mais qui sont même parfois plus touchants que les répliques qu'ils ont à donner. C'est que Jack Black, il est beaucoup plus touchant que son personnage, parce que son corps va un petit peu excéder ça. Ton corps ce corps qui, toi, te dégoûte. Il le déborde entièrement. Un gros coup de graisse. C'est pour ça Cameron Diaz qui pleure à la fin du film, c'est un des rares moments un peu vivants du film où tout à coup il y a quelque chose qui se passe, tout simplement. Mais c'est vrai que peut-être qu'on conclura là-dessus. Nancy Meyers a quand même le talent de s'entourer toujours de casting absolument hallucinant, puisque on n'a pas parlé d'autres films, mais alors pour Tout peut arriver, c'est Diane Keaton et Jack Nicholson. Et puis pour, c'était quoi, Pas si simple, c'est Meryl Streep, Alec Baldwin et Steve Martin. Donc bon, on a toujours quand même vraiment, les acteurs sont au rendez-vous, comme on dit. Bien, chers amis, il nous reste quelques minutes pour nos conseils, recommandations et autres bilvesées. En avez-vous? Moi, comme l'autre fois, j'avais pas d'idée. Là, j'ai un peu plus réfléchi, mais ça va prendre 2 secondes. Moi, j'en ai... je l'ai noté rapidement. Quel enthousiasme. Pour des conseils. Oui, bon. Alors, c'est pas... je suis passée à côté, en fait, parce que j'avais pas encore l'abonnement Canal. Mais je suis en train de regarder Le Bureau des légendes, qui est une très bonne série française et qui me fait vraiment renouer avec la série française, tout simplement. Qui est donc, pour pitcher très très rapidement, l'histoire des espions français de la DGSE
et aussi un peu de la DGSI. Les acteurs et actrices sont vraiment grandioses et les histoires sont très bien écrites et très bien réalisées. Voilà. Ouais, ça c'est très très bien, effectivement. Tant qu'on est dans les séries, alors moi, parce que j'aurais dû le dire la dernière fois, parce qu'on en avait parlé, alors Breeders, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, cette série anglaise qui est sur Canal, avec Martin Freeman dans le rôle principal. Bon, de manière générale, dès qu'il y a Martin Freeman, on peut y aller les yeux fermés. Enfin, comme c'est des films, il vaut mieux les ouvrir, évidemment, mais enfin, c'est vraiment formidable. C'est 3 saisons, je crois, et avec ce truc que seuls les Anglais savent faire, c'est-à-dire que c'est dramatique tout en étant absolument hilarant. C'est génial. C'est vraiment hyper cool. Et justement, là, on est dans un monde qui, quand même, ressemble vachement plus au vrai monde qu'on connaît qu'à celui, évidemment, que celui qu'on voit dans les films de Nancy Meyers. Et puis pour un petit film, parce que je l'ai découvert bien après tout le monde, là j'ai découvert la semaine dernière Ma vie avec Liberace de notre Soderbergh, moi je l'adore, donc j'ai passé un moment délicieux et plein de paillettes. C'est sur Arte, je crois. C'est sur peut-être bien. Parce que je pense qu'au moment où vous nous écoutez, chers auditeurs, le film doit encore être en ligne sur Arte. Ah oui, alors j'ai pas noté où je l'avais vu, mais bon. Ça vaut le coup de vérifier. Tout à fait. De checker ça. C'est gratuit. Ce qui change. Louis ? Comme notre podcast. Tout à fait. Moi, c'est un film qui va bientôt sortir au moment où on enregistre. Il devrait sortir d'ici 15 jours, mi-octobre normalement. J'ai eu la chance de le voir un peu en avant-première. Ouais, parce que t'es trop une resta, faut le dire. Voilà. J'ai mes entrées, bien sûr. J'en ai vu 10, 15 des films en avant-première, mais j'en ai retenu un. J'en ai pas vu qu'un, j'en ai vu plein. Non, je vous recommande chaudement le nouveau film de Patricia Mazui qui s'appelle Bowling Saturn, qui a un nom plutôt sympathique pour un film qui ne l'est pas. C'est un film très très dur. Et pourquoi je le conseille aujourd'hui ? Parce que je crois que ça a un lien avec Nancy Meyer. Alors c'est l'inverse de Nancy Meyer en termes d'agréabilité, parce que c'est un film d'une brutalité, d'une violence et d'un sombre absolument inouï. En sortant du film, j'avais un peu l'impression d'avoir toujours les yeux plongés dans un trou noir, et au moment où je pensais voir le fond, c'est-à-dire le vide, et donc d'être soulagé que ça se termine, on se rendait compte qu'on avait encore une tempête de violence et d'horreur humaine derrière. Oh, tu le vends bien. Puisque c'est un film sur la violence des hommes, la violence du monde, et une violence qui se transmettrait de père en fils. C'est l'histoire d'un jeune homme qui hérite du bowling de son père qui était chasseur, et qui va se mettre à tuer. Et il se trouve que son frère est flic. Et donc voilà, leurs relations vont s'imbriquer à partir de là. Et pourquoi je disais que ça avait un lien ? Parce que lorsque moi je suis sorti du film, je me suis dit qu'un homme aurait eu moralement l'interdiction de faire ce film. Et que je trouve très intéressant que ce soit une femme, alors en l'occurrence Patricia Mazui, qui est une très très grande cinéaste, à qui on doit John Travolta et moi, Paul Sanchez est revenu, Peau de vache, qui sont des films absolument plus sublimes les uns que les autres. Elle a jamais fait un film qui ressemble au précédent. Et celui-là est un film... beaucoup de gens qui étaient là en première sont sortis en disant mais impossible que ce soit une femme qui ait fait ce film. C'est un film de mec. Et ben non, justement, c'est une femme qui l'a fait. Je vais pas en dire plus, vous verrez vous-même ce que vous pensez. Tu nous rappelles le titre ? Oui. Ça s'appelle Bowling Saturn. Bowling Saturn. C'est le nom du Saturn dont hérite ce jeune homme, qui est joué par le fils de Patricia Mazui, ce qui rend le truc encore plus zinzin. Elle fait souvent des films fous. Mais alors pour le coup, c'est à titre personnel, pour l'instant, c'est mon film de l'année. C'est le film le plus fou que j'ai vu cette année. Qui en même temps est d'une facture très classique. Ça ressemble vraiment à une série américaine. Elle est arrivée à un degré de maîtrise aussi très impressionnant. Voilà, c'est ma recommandation. Ça sort bientôt, mais je voulais en parler pendant cette émission parce que c'est un peu l'anti-Nancy Meyer en termes de regard féminin. Très bien, alors là c'est bouclé, puisque nous avons Nancy Meyer et son anti. Et nous vous retrouvons donc, chers auditeurs, dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao. Au revoir. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.